Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse approfondie d'une source qui a vraiment marqué un tournant en 2013. C'est le cinquième rapport d'évaluation du GIEC. On va décortiquer son cœur, le fameux résumé à l'intention des décideurs. Notre but, c'est de comprendre ce qui a été acté scientifiquement à ce moment précis. Bonjour. Oui, et pour bien aborder ce document, il y a un truc essentiel à comprendre. C'est un texte où chaque mot est pesé, presque, codé. Quand les scientifiques du GIEC écrivent, par exemple, très probable, ce n'est pas une vague impression. Non, c'est une probabilité statistique, entre 90 et 100%. Et un degré de confiance élevé, ça veut dire que les preuves sont solides, qu'elles convergent toutes. Cette prudence, en fait, c'est ce qui donne une force incroyable à leurs conclusions. C'est un excellent point. Alors, pour structurer notre discussion, je propose de suivre la logique du rapport. D'abord, le constat, les faits. Qu'est-ce qui avait changé dans le climat en 2013? Ensuite, on se demandera pourquoi, quelles sont les causes identifiées, et on finira avec les projections pour l'avenir. Commençons donc par ce diagnostic de la planète. Alors, dès le début, le rapport, il ne mâche pas ses mots. La toute première phrase est sans appel. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Le mot est fort, sans équivoque. Ce n'est plus un débat, c'est un fait. Le rapport ajoute même que depuis les années 50, beaucoup de changements sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. C'est ça. Et c'est là que la perspective change radicalement. On ne parle plus d'un seul thermomètre qui monte, c'est une transformation de tout le système planétaire. C'est un peu comme si tous les voyants du tableau de bord passaient au rouge en même temps. Et pour analyser ça, les scientifiques ont regardé les 4 grandes composantes. L'atmosphère, l'océan, la cryosphère. La cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui est glace et neige. Exactement. Et enfin, le niveau des mers. Parfait. Alors allons-y pour l'atmosphère. J'imagine que le premier indicateur, c'est la température. Oui, c'est le plus direct. Le rapport note que chacune des 3 décennies avant 2013 a été successivement plus chaude que toutes les précédentes depuis 1850. Et pour donner une perspective encore plus longue, la période 1983-2012 était probablement la plus chaude des 1400 dernières années dans l'hémisphère nord. On sortait carrément des clous de l'histoire climatique qu'on connaissait. Je me souviens très bien qu'à cette époque, on entendait beaucoup parler d'une sorte de pause. L'idée que le réchauffement avait ralenti, voire s'était arrêté après 1998. C'était partout dans les médias. Qu'est-ce que le rapport en disait? Ah, c'est un excellent point et c'est fascinant de voir comment le rapport démonte cette idée. Il explique que sur des périodes courtes, disons 15 ans, la variabilité naturelle du climat elle peut masquer la tendance de fond. L'année 1998, il faut savoir qu'elle avait été exceptionnellement chaude à cause d'un phénomène El Niño surpuissant. Du coup, la choisir comme point de départ, c'était un peu un biais statistique. Quand on regardait la tendance longue, depuis 1880, le réchauffement était de 0,85 degrés. Il n'y avait aucun doute sur la continuité. D'accord. Au-delà de cette moyenne, il y a les extrêmes, qui nous touchent plus directement. Est-ce que le rapport voyait déjà un signal clair sur les vagues de chaleur, par exemple? Très clair, oui. Le document affirme qu'il est très probable que le nombre de jours et nuits froids a diminué partout sur le globe, et, à l'inverse, que les jours et nuits chauds ont augmenté. Plus localement, la fréquence des vagues de chaleur avait probablement déjà augmenté en Europe, en Asie et en Australie. Et pour les pluies? Alors pour les pluies, c'est un peu plus complexe. Mais le signal sur l'intensité, lui, était déjà là. La fréquence des épisodes de fortes précipitations avait probablement augmenté en Amérique du Nord et en Europe. Donc, en résumé, moins de brunes, plus de déluge. C'est un peu l'idée, oui. Bon, on a donc une atmosphère qui se réchauffe et qui devient plus extrême. Mais vous disiez que ce n'est qu'une partie du tableau. Et ce n'est même que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai géant dans cette histoire, celui qui encaisse presque tout, c'est l'océan. Le rapport avance un chiffre qui donne le vertige, franchement. Plus de 90% de l'énergie accumulée en plus par la Terre entre 1971 et 2010 a été absorbée par les océans. Attendez, je veux être sûr d'avoir bien entendu. Plus de 90%. Exactement. C'est absolument colossal. Ça signifie que la chaleur qu'on mesure dans l'air, en fait, c'est une fraction infime du problème. La planète a cumulé une dette de chaleur gigantesque, mais cachée sous la surface de l'eau. C'est exactement ça. Et cette énergie, bien sûr, elle se traduit par un réchauffement de l'eau. Le rapport le qualifie de quasiment certain pour la couche de surface, jusqu'à 700 mètres. Les 75 premiers mètres se sont réchauffés de 0,11 degrés par décennie. Et le signal était même probable dans les abysses, à plus de 3000 mètres.
l'océan entier commençait à chauffer. Et l'océan n'a pas seulement absorbé la chaleur, il a aussi joué le rôle d'éponge à CO2, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est l'autre bombe à retardement décrite dans le rapport. L'océan a absorbé environ 30% du CO2 que l'on a émis. Le problème, c'est que le CO2 dissout dans l'eau, ça forme de l'acide carbonique. Et donc l'océan s'acidifiait. Exactement. Le rapport chiffre la baisse du pH à 0,1 unité. Ça peut paraître minuscule, mais l'échelle du pH est logarithmique. En réalité, c'est une augmentation de 26% de l'acidité. C'est un choc d'une violence inouïe pour toute la vie marine, surtout les organismes à coquilles ou à squelettes calcaires. On a donc l'air et l'eau. Passons à la glace, la cryosphère. Les images des glaciers qui reculent, c'est presque devenu un cliché. Le rapport quantifiait déjà ça? Oh que oui, et de manière spectaculaire. Prenez le Groenland, par exemple. La perte de glace s'est emballée. On est passé d'une moyenne de 34 gigatonnes par an dans les années 90 à 215 gigatonnes par an dans la décennie 2000. C'est une multiplication par plus de 6 en 10 ans, c'est fou. C'est une véritable hémorragie de glace, oui. Et pour la fameuse banquise arctique, celle qui flotte au pôle Nord? Alors sa surface en été, sa surface minimale, s'est effondrée. Le rythme était très probable de 9 à 13% de pertes par décennie depuis 1979. Un recul si rapide que le rapport l'estimait avec un degré de confiance moyen, sans précédent depuis au moins 1450 ans. Et c'est là qu'on touche à la complexité du système. Au même moment, la banquise autour de l'Antarctique, elle, gagnait un tout petit peu en étendue. Ah oui, c'est contre-intuitif. Complètement. C'était une des énigmes de l'époque. Ça montrait bien que le réchauffement n'est pas uniforme. Il y a des dynamiques régionales très complexes. C'est une bonne piqûre de rappel. Mais la tendance de fond est claire. L'eau chauffe, elle se dilate, les glaces sur les continents fondent. La conséquence logique, c'est la montée du niveau des mers. Inévitablement. Et là aussi, on observe une accélération. Et l'élévation totale depuis 1901 était de 19 cm. Mais le rythme annuel avait presque doublé récemment, pour atteindre 3,2 mm par an. Surtout, la science comprenait mieux le phénomène. Le rapport pouvait dire, avec un degré de confiance élevé, que la dilatation de l'eau et la fonte des glaciers expliquaient ensemble 75% de cette hausse. La mécanique était comprise. Ce tableau clinique est, waouh, incroyablement cohérent. Tout le système chauffe. Ce qui nous amène à la question fatidique. Pourquoi? Le rapport avait-il déjà une réponse claire? Une réponse d'une clarté aveuglante. Les concentrations des gaz à effet de serre principaux, CO2, méthane, protoxyde d'azote, avaient atteint des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. 800 000 ans? On le sait grâce aux carottes de glace, c'est ça, hein? C'est ça, les bulles d'air piégées dans la glace. La concentration de CO2 seule avait bondi de 40% par rapport à l'ère pré-industrielle. On était entré dans un territoire atmosphérique totalement inconnu pour notre espèce. Le rapport utilise ce concept de forçage radiatif pour mesurer l'impact de chaque facteur. C'est un peu technique, hein? Oui, mais on peut le voir simplement. C'est l'outil qui mesure le réglage du thermostat de la planète. Chaque élément, les gaz à effet de serre, le soleil et les volcans, tournent le bouton vers le chaud ou vers le froid. Le forçage radiatif, ça mesure de combien de watts par mètre carré on a tourné ce bouton. Et en 2011, le bilan était net. L'humanité avait tourné le thermostat vers le chaud de plus 2,29 watts par mètre carré. Et le principal responsable de ce tour de bouton, c'était de loin le CO2. Et dans cette grande équation, est-ce qu'il y avait des éléments qui, au contraire, tournaient le bouton vers le froid? Des facteurs qui nous auraient en quelque sorte un peu protégés? Oui, et c'est un des points les plus cruciaux et paradoxaux du rapport. Les aérosols. Ce sont de fines particules qui viennent souvent de la pollution industrielle, au soufre notamment. Ces particules, elles ont un effet refroidissant. Elles agissent comme un parasol microscopique. Elles réfléchissent la lumière du soleil. Exactement. Leur forçage était estimé à moins 0,9 watts carrés. Autrement dit, une partie de notre pollution a masqué une part non négligeable du réchauffement causé par une autre partie de notre pollution. Sans ce parasol de pollution, la planète serait déjà bien plus chaude. C'est un paradoxe assez terrible. Et qu'en est-il du grand suspect naturel qu'on entend souvent, le soleil, ses cycles? Le rapport a regardé ça de très près. Le verdict est sans appel. La variation de l'activité solaire, son forçage est estimé à seulement plus 0,05 watts carrés. C'est minuscule. C'est perdu dans le bruit à côté des plus 2,29 watts carrés de l'activité humaine. La conclusion était donc claire, non, le Soleil ne pouvait pas être le moteur principal du réchauffement. On a donc les observations, les causes, on en arrive au cœur du sujet, l'attribution.
Quelle était la conclusion du rapport sur la responsabilité humaine? La phrase est devenue historique. Et il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Extrêmement probable, je le rappelle, c'est une certitude de 95 à 100%. C'est le plus haut niveau de certitude que la science puisse exprimer sur un sujet aussi complexe. Absolument. Le rapport allait même jusqu'à chiffrer plus de la moitié de la hausse des températures entre 1951 et 2010 était attribuable aux activités humaines. La messe était dite, comme on dit. Le diagnostic étant posé, restait à regarder vers l'avenir. Pour ça, le rapport a utilisé différents scénarios, les RCP. Oui, les profils représentatifs d'évolution-concentration. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des prédictions, hein. Ce sont des futurs plausibles, des si, alors. Si l'humanité aimait beaucoup, scénario RCP 8.5, alors voilà le monde qui nous attend. Si elle réduit drastiquement ses émissions, scénario RCP 2.6, alors voilà l'autre futur possible. Et que disait cette trajectoire pour la température à la fin du siècle? La fourchette donnait le vertige. Dans le scénario le plus optimiste, le réchauffement se situerait probablement entre 0,3 et 1,7 degrés de plus. De plus que la fin du XXe siècle. Exactement. Et dans le scénario du pire, on parlait de 2,6 à 4,8 degrés. C'est un autre monde. Et le rapport ajoutait cette certitude. Il est quasiment certain que les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes et plus longues. Et pour le niveau de la mer, cette conséquence si concrète? Les projections étaient revues à la hausse. À la fin du siècle, la hausse se situerait entre 26 et 55 cm pour le scénario optimiste, et entre 45 et 82 cm pour le scénario pessimiste. Et ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. Et c'est ce qui nous amène à cette notion d'inertie. Oui, l'inertie. C'est peut-être le message le plus difficile à entendre du rapport. C'est le concept le plus dur à intégrer, mais il est fondamental. Une grande partie du changement climatique est irréversible à notre échelle de temps, et même sur des siècles. Le CO2 qu'on a émis reste très longtemps là-haut, et l'océan a stocké une chaleur qu'il mettra des millénaires à relâcher. C'est l'image du supertanker. Même si on coupe les moteurs maintenant, il va continuer sur sa lancée pendant des kilomètres. On est déjà engagé pour un certain niveau de changement, quoi qu'on fasse. Et ce rapport a introduit un graphique qui, je crois, a tout changé dans la façon de voir le problème. Celui qui lie la température au total de CO2 émis. Oui. Ce graphique est peut-être l'héritage le plus puissant de ce rapport de 2013. Il a popularisé une idée révolutionnaire, le budget carbone. Il montre une relation presque linéaire. Plus on accumule de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, plus la température moyenne monte. C'est presque une droite. Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'on est passé d'une logique de flux, il faut réduire nos émissions annuelles, à une logique de stock, une logique de compte en banque. Un compte en banque. Exactement. Pour ne pas dépasser un certain seuil de réchauffement, mettons 2 degrés, l'humanité dispose d'un solde total et fini de carbone à dépenser. Et le rapport montrait qu'en 2011, on avait déjà cramé plus de la moitié de ce budget pour les 2 degrés. Chaque tonne de CO2 émise est un retrait quasi définitif de ce compte. Si on fait le bilan, ce rapport de 2013 a vraiment posé un diagnostic implacable sur la table. On a des observations d'un système planétaire en pleine mutation, des causes humaines établies avec une certitude écrasante et des projections qui soulignent une inertie phénoménale. Oui, le message clé, c'est que nos décisions d'aujourd'hui ont des conséquences qui se mesurent en siècles. Le niveau de la mer continuera de monter, les océans de se réchauffer, bien après qu'on aura stabilisé nos émissions. Une partie du futur est déjà, en quelque sorte, écrite par les actions du passé. Et ça nous laisse avec la question de fond que ce rapport a vraiment mise en lumière, cette idée de budget carbone. Si la température finale de la planète dépend de la quantité totale de carbone que nous aurons émis au total... Alors, le défi change complètement de nature. La question n'est plus seulement comment réduire nos émissions de 10% cette année, elle devient comment est-ce qu'on considère chaque nouvelle tonne de CO2 qu'on émet. Non plus comme une simple dépense courante, mais comme une brique qu'on ajoute à un mur qui restera là pour des centaines de générations. Cette idée d'un stock fini, d'un budget total à ne jamais dépasser, comment est-ce que ça transforme notre regard sur les choix énergétiques, économiques et même personnels que l'on fait ici et maintenant ?